habités, et j'ai bien mis ce terme d'habité en gras, car il est important. Donc des territoires qui sont jugés d'exception, mais aussi reconnus fragiles. Alors, fragilité qui peuvent s'expliquer par plein de raisons diverses et variées, hein, qui peuvent être la déprise, la décroissance démographique, au contraire des pressions qui viennent de territoires extérieurs au territoire du parc. C'est un projet de territoire qui est concerté, donc ça veut dire qu'il se construit avec les acteurs du territoire, à commencer par les élus. Et ce projet de territoire va permettre d'organiser un développement concerté, raisonné, qui va préserver cette exception, qui va préserver les richesses, qui va préserver les valeurs et les patrimoines qui ont décidé effectivement de l'obtention du label. Mais donc, on est bien sur un principe d'appui au développement. C'est aussi une ingénierie qui est mise à disposition du territoire pour la mise en œuvre du projet. Donc, cette ingénierie qui est quand même une chance assez exceptionnelle pour les territoires ruraux, puisqu'elle représente une ingénierie, vous le découvrirez au fur et à mesure, à la fois de cet exposé, mais aussi lors des autres rendez-vous du parc, une ingénierie qui couvre une palette d'interventions très, très importantes, hein, qui vont de l'urbanisme à l'architecture, en passant par la culture, la forêt, la nature, la biodiversité, les fréquentations, etc. Et puis, au final, tout ça, c'est pour aller chercher à préserver des grands équilibres qui sont à trouver, parfois à retrouver aussi, pour consolider ce rapport entre les activités humaines, les usages, et puis la valeur même du territoire, trouver ces grands équilibres entre l'occupation humaine, la biodiversité, l'environnement, les paysages, etc. Alors juste, est-ce que vous m'entendez mieux? John s'est peut-être reconnecté, je ne sais pas, vous permettez de… Oui, John. Je suis présent, vous m'entendez? Ah bah oui, maintenant c'est bien. Okay. Voilà, désolé, bon, on a démarré en attendant. Non, c'est un bug, comme on dit. Donc, excusez-moi. Donc, merci à vous tous pour votre présence. Et je vois que Fred a commencé et il a très bien fait. Si ça coupe, veuillez m'en excuser par avance. Je viendrai me reconnecter par la suite. Donc, je vais laisser Fred dérouler sa présentation et nous expliquer pourquoi finalement maintenant un parc naturel régional s'occupe d'urbanisme. C'est vrai que quand on entend parc naturel, on pense plutôt aux grands espaces, aux paysages, à la biodiversité, mais il a aussi un vrai rôle à jouer en matière d'urbanisme et je laisse Fred donc vous présenter cela. Merci John. Donc effectivement, pourquoi s'occuper d'urbanisme au parc? Comme John l'a dit, on est tenté de voir le parc des Ballons des Vosges comme un parc naturel régional, comme le nom l'explique, un peu comme sur la carte qu'on a ici à l'écran. On est tenté de voir ça comme un grand territoire vert avec beaucoup d'espace encore disponible. C'est vrai que si on ne met que le point sur les villes, on a cette sensation effectivement d'un espace, je ne vais pas dire infini, mais pas loin, occupé principalement par la nature. Mais, il y a un mais, la population et les activités se concentrent sur une toute petite partie du territoire. Donc, à la fois, effectivement, ça laisse de la place, mais ça veut dire aussi quelque part que les occupations humaines se sont concentrées sur les espaces les plus simples à occuper et à aménager, avec des densités de population qui sont du coup très importantes, notamment dans les fonds de vallée. À ce titre, d'ailleurs, le parc est un peu une exception parmi les autres parcs français, puisque nous sommes le parc qui représente la plus forte densité de population, avec à peu près 88 habitants au kilomètre carré, ce qui nous met dans la moyenne nationale, à 89 habitants au kilomètre carré, en rappelant qu'en temps normal, les territoires ruraux, si l'on reprend les codes de l'INSEE, sont plutôt des territoires dont les densités d'occupation sont de l'ordre plutôt de 25 à 30 habitants au kilomètre carré. Donc nous sommes quand même bien au-delà de ces chiffres. Il y a des pressions agricoles et urbaines. Oui. Frédéric, peut-être expliquer les couleurs sur la carte, hein, c'est une question tant qu'on est sur la carte, pourquoi il y a trois couleurs? Donc les trois couleurs représentent effectivement trois sites ou trois entités particulières du territoire du parc. Vous avez la partie vert foncé, vert plus foncé, qui occupe les parties centrales, qui représentent ce qu'on a qualifié, nous, de secteur Hauts-de-Vosges. Ce sont tous les secteurs situés à plus de 800 ou 900 mètres d'altitude. J'ai un doute sur le seuil. C'était 800 mètres, je crois. Oui.
Même jusqu'à 600, puisque c'est en fait, ça englobe toutes les forêts non urbanisées, ça, enfin, les tous forêts les espaces d'altitude. non urbanisés, pardon. Voilà. Le vert plus clair, ce sont tous les secteurs en fait de piémont, de vallée et les espaces agricoles plutôt de piémont. Donc tous les espaces non forestiers et occupés principalement occupés par les habitants et les activités, on va dire hors montagne. Et puis la partie bleue, c'est la partie un peu particulière, c'est un peu le projet dans le projet. C'est le territoire des 1000 étangs, donc qui est un peu une particularité du parc, pas tout à fait Haute-Vosges, mais en même temps avec des caractéristiques de moyenne montagne très marquées et une très grosse particularité liée effectivement à la question des étangs, puisque comme son territoire l'indique, pour ceux qui ne le sauraient pas, nous avons une très forte concentration de plans d'eau qui représentent de très très gros enjeux en matière de biodiversité et d'environnement. Si l'on reprend donc la partie, notamment dans les parties vert clair, ce sont les territoires où les pressions agricoles et urbaines finalement s'exercent quasiment sur les mêmes terrains. Pour caricaturer un petit peu, en gros, les terrains les plus aisés à mécaniser pour notamment la production fourragère, qui est un très gros enjeu pour l'agriculture de montagne, sont aussi ceux qui sont les plus simples à aménager pour l'habitat et pour le développement économique. Donc, à un moment donné, effectivement, on peut avoir des conflits d'intérêts ou des conflits d'usage qui s'exercent sur des terrains qui peuvent être convoités autant par l'économie agricole que par l'activité économique ou l'habitat. Une consommation de foncier qui reste forte par l'urbanisation. Si l'on dresse un bilan depuis les années 50, on établit qu'à peu près 10 000 hectares de foncier d'origine agricole ou naturelle ont été consommés pour les besoins du développement du territoire. Alors 10 000 hectares ramenés à 300 000, ça peut sembler peu, mais si l'on regarde le pas de temps sur lequel cette consommation s'est faite, cela représente tout simplement un chiffre de 3 mètres carrés chaque minute qui a été consommé depuis les années 50, avec une intensification qui se fait sentir depuis les années 90, puisque depuis 90, nous sommes plutôt sur une moyenne de 5 mètres carrés à la minute, donc qui s'urbanise s'urbanise ou s'artificialise de manière constante. La pression est aussi très forte issue des territoires qui environnent le parc, puisque nous sommes sur un secteur de moyenne montagne entouré de grandes agglomérations qui sont aussi des consommateurs de ce territoire. Il y a les habitants, il y a les visiteurs. Donc ces visiteurs immédiats, la proximité immédiate du parc, représentent à eux seuls, si l'on prend en gros un périmètre d'1 heure à 1 h 30 de voiture depuis la Grande Crête, un potentiel de 4 à 5 millions d'habitants qui sont autour de ce parc à 1 h 30 à peu près, 5 millions d'habitants à 1 h 30, 4 millions d'habitants à 1 heure de la Grande Crête, en englobant évidemment les zones frontalières, notamment suisses et allemandes. Et puis un étalement urbain qui, au cours des dernières décennies, a quand même contribué largement à une forme de banalisation. Les vallées, bon, on le sait, sont très occupées, on l'a déjà dit, ont été occupées par le passé par des villages qui se sont finalement tous rapprochés les uns des autres petit à petit, jusqu'à constituer ce qu'on appelle des conurbations, c'est-à-dire effectivement un moment où les entités villageoises finissent par se rejoindre et à ne former plus qu'un seul continuum bâti en fond de vallée, où les coupures vertes deviennent de plus en plus résiduelles et pourtant essentielles, car ce sont les derniers éléments de fonctionnalité, notamment pour la circulation de la faune entre versants et entre vallées. Donc le parc, dans sa charte 2012-2027, a misé sur une démarche d'urbanisme durable, principalement orientée sur les vallées et piémonts, donc la partie vert clair que vous avez vue sur la carte précédente, est traduite principalement au niveau de l'orientation 2 de cette charte, qui fixe des objectifs à la fois de gestion économe de l'espace, le principe étant de prioriser désormais le développement urbain sur les espaces déjà urbanisés, ou en tout cas dans sa proximité immédiate. Donc ça, c'est sur le plan du parc, parce que vous avez le fameux P8, qui est l'enveloppe urbaine de référence. Donc priorité au développement dans le P8 ou dans sa continuité immédiate.
de préserver l'identité et les caractéristiques des villages. Donc là, on est sur un principe à la fois de comprendre un petit peu ce qui a fait les villages, ce qui les a fait s'installer là, ce qui a conduit à leur développement pendant plusieurs siècles, et d'essayer de recomposer aussi avec ces logiques. Donc on est sur un principe, un vilain mot, la cytologie, voilà, qui est de plus en plus utilisé. Il a l'air un peu scientifique, un peu complexe. Finalement, c'est juste d'essayer de comprendre un petit peu ce qui a fait émerger un village à cet endroit-là et qui a permis de le construire et de le faire évoluer. On l'a dit, de maintenir des grands équilibres entre les espaces urbanisés, agricoles, naturels et forestiers. Donc, trouver un peu un juste milieu entre la consommation, les compensations, quand il peut y en avoir, l'évitement, hein, c'est ce que certains connaissent sous la fameuse séquence ERC, éviter, réduire, compenser, hein, de l'évaluation environnementale. Le principe est simple, c'est d'essayer de consommer le moins possible, le mieux possible, et lorsque l'on consomme, de compenser ou de réduire les impacts, de préserver, de valoriser les paysages. Là, c'est prendre en compte à la fois les questions d'intégration des nouveaux quartiers, des zones d'activité, des villages dans leur environnement proche et lointain, donc les questions vraiment de grands paysages, de trouver les bons équilibres entre les différentes entités villageoises, mais aussi dans les villages, de préserver un cadre de vie de qualité pour les habitants, pour les visiteurs, d'essayer de trouver un équilibre entre les espaces artificialisés, entre les espaces en nature, les vergers, les cœurs d'îlots jardiniers, etc. Et puis d'innover dans l'aménagement du territoire et son développement. Donc là, de trouver des solutions adaptées, parfois qui n'existent pas encore sur le terrain, pour justement concilier un peu tous les objectifs que l'on a vus précédemment. Pour ça, un guide urbanisme a été édité en 2014. Ce guide urbanisme, donc actualisé en 2018. Ce guide urbanisme, si vous ne l'avez pas en mairie ou en comité de commune, je vous invite à nous le faire savoir et nous vous en transmettrons un exemplaire papier ou numérique selon les disponibilités et les stocks encore présents. Ce guide urbanisme, c'est un outil qui a été édité, construit comme une annexe à la charte pour préciser justement un peu les attentes de cette charte et ce que l'on entend derrière cette démarche urbanisme durable que la charte a annoncée. C'est une boîte à outils, ce n'est pas un ouvrage donneur de leçons, ce n'est pas un censeur, ce n'est pas une méthode toute faite. C'est une boîte à outils qui est destinée autant aux collectivités qu'aux bureaux d'études ou aux acteurs socioprofessionnels ou institutionnels qui travaillent avec les collectivités. Son objectif, c'est à la fois de rappeler les constats qui ont conduit à mettre en place cette démarche d'urbanisme durable, d'en situer les enjeux, de rappeler un petit peu pourquoi le parc a fait ce choix-là en 2012, de préciser la démarche et les ambitions pour le territoire. Donc là, c'est une partie qui se veut assez simple, illustrée, pour présenter un peu les solutions envisageables pour répondre à ces enjeux pour le territoire. Encore une fois, on n'est pas sur de la méthode, on est sur des solutions possibles qui doivent être à chaque fois travaillées avec les bureaux d'études, avec les collectivités, pour trouver le bon équilibre et les solutions les plus adaptées. C'est aussi un outil qui permet d'avoir une vision assez complète des différents outils, au-delà du guide lui-même, et des moyens que le parc met à disposition des collectivités pour travailler. Donc, à la fois les ressources, les données disponibles au parc, les méthodes qui ont été testées et qui peuvent être réemployées avec l'appui du parc dans les collectivités. Et puis enfin, qui valorise les projets et les démarches pilotes du territoire. Donc là, c'est la dernière partie qui avait été éditée en 2018. Donc un ensemble de fiches de projet qui permettent de faire découvrir des démarches et des projets qui ont été portés par des collectivités du territoire et qui sont pour nous des réponses adaptées à ces enjeux. Donc, dans ces fiches, vous avez un descriptif rapide des projets qui peuvent être des projets d'urbanisme, de planification, de bâtiments, d'aménagement. Et vous avez en partie centrale à chaque fois ce en quoi il nous semble que le projet a répondu favorablement aux attentes de la démarche.
Donc le parc a un rôle à jouer, notamment en tant que personne publique associée. Ce rôle est important puisqu'il permet de contribuer à l'élaboration des documents d'urbanisme de l'ensemble du territoire, donc à toutes les échelles, hein, communales, intercommunales et même au-delà. Et il facilite la compatibilité de ces documents avec la charte, puisqu'il y a quand même une obligation fixée par les textes, hein, par le code de l'urbanisme, c'est que la charte des parcs, la charte du parc doit être prise en compte et intégrée, transcrite dans les documents d'urbanisme de ce territoire. Donc, certes, il y a un rôle régalien, entre guillemets, puisque il pourrait y avoir un effet comme ça, un peu couperet, dire bah, voilà, ce document est compatible et pas celui-là, et puis au revoir, messieurs, dames. Non, c'est pas comme ça que le parc envisage son rôle. C'est avant tout un rôle qui s'engage dès l'amont, très tôt dans la démarche des collectivités, puisque le parc, pour jouer ce rôle correctement, participe aux réunions de travail à l'invitation des collectivités. Donc, dès qu'effectivement une collectivité souhaite que le parc soit présent, nous pouvons être présents aux différentes réunions de travail et pas juste à la réunion PPA en fin de course. Nous mettons à disposition des connaissances et nous faisons connaître aussi des expériences aux collectivités qui le souhaitent, d'autres territoires ou d'autres collectivités qui ont pu se confronter aux mêmes questions ou aux mêmes problématiques. Et donc, pour pouvoir apporter effectivement une contribution efficace aux démarches en cours. Il contribue à la recherche de solutions innovantes. Donc là aussi, c'est parfois de travailler un peu en phase de test avec des collectivités qui souhaitent aller un peu plus loin dans la réflexion, de tester avec elles des nouvelles solutions, à la fois en termes d'animation de réunion, en termes de découverte de connaissances. Donc, ce peut être des visites de sites, des rencontres avec d'autres élus, ce peut être des essais d'animation un peu plus spontanés et plus participatifs pour associer les habitants, par exemple. Et puis enfin, le parc conseille et soutient l'action des collectivités. Alors, cette notion de conseil, elle se fait au long cours, tout au long des démarches des collectivités. C'est vrai qu'on peut avoir une action un peu plus appuyée ou alors simplement renseigner, conseiller ponctuellement les collectivités lorsqu'elles se heurtent à certaines problématiques ou certains points d'incompréhension, par exemple, pour éclaircir un point de la charte ou éclaircir un point de la démarche urbanisme durable. Et puis parfois, ben, effectivement, quand la collectivité le souhaite et que nous sommes en capacité de le faire, on peut aller plus loin en mettant en œuvre directement des solutions adaptées, voire participer au financement de certains ateliers particuliers qui se justifieraient par un caractère un peu exemplaire. Il y a aussi une commission dédiée à la question au parc. Hein. C'est une commission, donc la commission urbanisme, commission qui est inscrite au statut du parc et qui est composée d'élus issus du comité syndical. Donc c'est une commission dite consultative. Donc évidemment, elle ne prendra pas de décision directement, c'est bien le comité syndical qui est souverain pour cela. Néanmoins, cette commission, donc, elle examine les dossiers qui nous parviennent justement dans le cadre de ce rôle de personne publique associée, donc, puisque cela veut dire que le parc doit à un moment donné émettre un avis sur la compatibilité des documents d'urbanisme du territoire du parc, des collectivités adhérentes. Donc la commission urbanisme examine ces dossiers. Elle va proposer un avis sur ces documents d'urbanisme, avis qui sera ensuite validé par le président au nom du comité syndical. Cette commission, elle fait aussi le lien entre les élus et les techniciens. Donc, c'est à elle que revient un peu la charge de contribuer à orienter l'action du parc en matière d'urbanisme, faire des propositions pour établir la programmation financière, budgétaire de l'année suivante, valider certaines actions ou le déclenchement d'accompagnement spécifique à la demande des collectivités. Elle conseille et elle oriente les actions du pôle urbanisme. Alors, c'est un point qui rejoint un peu le précédent. Donc là, comme je le disais, la commission peut
effectivement aussi interpeller le pôle urbanisme-aménagement, plus particulièrement sur des thématiques ou des questions qui ressurgissent soit du fait des membres de la commission elle-même ou de questions qui lui ont été transmises par les délégués des communes ou des intercommunalités. Et puis enfin, elle contribue à concilier les intérêts du parc et des collectivités. C'est un peu un rôle de médiateur. C'est en son sein qu'on va pouvoir débattre de la façon d'interpréter certains arguments ou certains éléments apportés par les collectivités, par exemple, sur le document d'urbanisme qui ne serait pas, je dirais entre guillemets, totalement dans les clous par rapport à ce qu'on attendrait, mais qui peut s'expliquer aussi par certains impératifs ou enjeux propres à la collectivité. Ça peut être aussi des temps d'explication pour dire voilà, on a retrouvé, on a repéré dans votre document d'urbanisme des petits points qui nous posent question. Et là, le président va prendre son bâton de pèlerin avec moi et puis on va aller rencontrer les élus de la commune concernés ou de l'intercommunalité pour discuter avec eux effectivement de ces points de questionnement, de ces potentiels points de divergence sur l'appréciation des enjeux ou des objectifs du territoire, et puis d'en faire la synthèse et de défendre un petit peu les positions respectives et de comprendre un petit peu où va se trouver le point d'équilibre. Tout ça ne se ferait pas évidemment sans une ingénierie qui est, comme on l'a dit, mise à disposition des collectivités. Donc l'ingénierie du pôle urbanisme aménagement, vous l'avez affiché là à l'écran. Donc 6 personnes qui composent le pôle. Donc cette équipe technique, c'est une équipe, donc comme on l'a dit, qui est au service des collectivités adhérentes du territoire. Vous avez des sujets qui sont très diversifiés finalement, autant que la question de l'urbanisme elle-même, parce qu'on parle d'urbanisme, mais derrière l'urbanisme, il y a énormément de choses. On parle à la fois d'urbanisme réglementaire, c'est la planification, il y a l'urbanisme de projet, avec les projets urbains, on peut parler d'architecture, on peut parler de paysage, de biodiversité, de connaissances, d'évaluation, d'observation du territoire, donc tout ce qui va relever aussi de la cartographie, toutes les données qui permettent de comprendre le territoire. Les énergies, ce sont aussi des éléments importants, ainsi que les mobilités, puisque là, derrière ces questions-là, on va avoir toutes les questions à la fois de déplacement, de facilité d'échange entre les vallées, d'accès à l'emploi, d'équilibre entre les bassins de vie, bassins d'emploi. Derrière les énergies, la question des énergies renouvelables va aussi forcément avoir un impact sur le paysage. Donc, c'est bien pour ça que le choix a été fait de les regrouper sous cet item urbanisme, puisque derrière, c'est globalement la question de l'aménagement du territoire qui est en jeu. Alors, je ne comprends pas pourquoi il manque une vignette sur l'affichage, puisque sous les 6 membres du pôle, il y a normalement aussi la secrétaire du pôle, Marilyn Joya, qui devrait apparaître. Je ne sais pas pourquoi elle a disparu. Tant pis, je rectifierai pour une prochaine fois. Donc, puisque c'est quand même aussi un rouage important, c'est elle que vous aurez le plus souvent lorsque vous souhaitez nous contacter, et c'est elle qui participe à l'organisation de tous les événements et tous les grands moments, les temps forts aussi du pôle. J'en ai fini pour le balayage extrêmement rapide. Je souhaitais vraiment que la priorité soit donnée aux échanges. Donc voilà, je pense qu'il est temps d'ouvrir, sauf s'il y a peut-être des éléments que j'ai publiés, John ou Juan. Non, écoute, je pense que... Merci beaucoup pour ta présentation. J'espère que vous m'entendez. On t'entend. Ok. Donc, merci beaucoup pour ta présentation. Et puis, encore désolé pour mon loupé au départ. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions, mais on y reviendra peut-être par rapport au guide d'urbanisme. Il y a une assez forte attente, visiblement, des collectivités pour le récupérer. Alors, en sachant qu'il avait déjà été distribué lors de l'ancienne mandature, donc c'est vrai qu'il y a eu un renouvellement assez large au niveau des conseils municipaux. Donc, effectivement, on va voir comment le faire parvenir le plus largement possible prochainement. Et puis, juste aussi insister, mais tu l'as fait, mais insister encore en fait sur le rôle d'accompagnement que le parc peut jouer en amont des procédures de PLU ou alors au tout début de celle-ci,
je pense que ça serait vraiment important qu'on puisse échanger entre le parc et les collectivités, que ce soit communes ou communautés de communes, sur les différents enjeux qui sont à prendre en compte sur un territoire, plutôt que de risquer de se retrouver dans des situations de blocage, ou en tout cas des situations un peu plus complexes en fin de procédure au moment où le projet est bouclé. Donc, surtout, n'hésitez pas, vous l'avez vu à travers la présentation de l'équipe, il y a quand même des compétences assez diverses et variées. Donc, n'hésitez pas à toujours consulter et prendre le parc comme partenaire vraiment à l'amont de toute démarche, que ce soit un PLU, mais aussi d'urbanisme opérationnel. Et on essayera d'y répondre dans le domaine des capacités horaires de l'équipe. Et donc, alors, je me présente juste rapidement avant de vous passer la parole, puisque je n'ai pas pu le faire. Donc, je suis John Voinson, je suis maire de la commune du Valtin et vice-président du parc en charge de l'urbanisme. Voilà. Et alors, président John, de la commission urbanisme, hein, dont on parlait tout à l'heure. Je viens de comprendre pourquoi Marilyn avait disparu, c'est que je n'ai pas pris la bonne version du PowerPoint. Et ça m'étonnait parce qu'il me manque une slide et qui est importante. Donc, je vais juste le temps de la récupérer. Et mais on peut ouvrir, vraiment la présenter. On peut ouvrir l'autre question parce que c'est vrai que dans le chat, vous avez été très, très attentifs. Donc, j'ai bien noté donc, tous les noms et de toute façon, c'est enregistré. Donc, et n'hésitez pas à revenir. Hein. Frédéric, je pense que tu vas donner ton adresse par la suite pour pouvoir te contacter, toi ou Marilyn, sur ce sujet-là du document. Donc, une demande de version papier, de version informatique, sachant que sur notre site internet, il y a déjà des ressources hein, qu'on pourra indiquer également. On vous renverra toutes ces informations. Alors, est-ce que ça fonctionne, la technique? J'ai l'impression d'être à la télé. Voilà. J'ai retrouvé la bonne version. La bonne. Bah oui, il y a le petit résumé qui va introduire certainement les. Et oui, et qui est important. Donc, je voulais vraiment si vous le permettez, je vais juste reprendre la parole, mais c'est vraiment 5 secondes. Voilà. Et là, Marilyn, cette fois-ci, apparaît vraiment à l'écran. Donc, voilà, juste le temps de… Voilà, donc pour ceux qui ne l'auraient pas repéré, voilà, donc Marilyn, donc la secrétaire du pôle apparaît ici en bas. Voilà, et comme ça, je lui rends aussi hommage. Et voilà, cette dernière slide, elle était importante, elle peut sembler un peu innocente, mais je tenais quand même à faire ce petit résumé. Donc, pour dire simplement que, vous l'avez compris, l'urbanisme est une question extrêmement large. Hein. Les domaines à aborder derrière cet item qui peut sembler simple en tant que tel, les domaines sont multiples. Bien sûr, les collectivités, les porteurs de projets sont les premiers publics concernés par une éventuelle action et intervention du parc. Donc, juste rappeler que les interventions du parc sont à la carte. Ça veut dire simplement que, comme on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas de méthode, il n'y a pas de recette toute faite. C'est un temps particulier à chaque fois. Lorsqu'une collectivité nous sollicite, évidemment, c'est un premier temps d'échange pour identifier les besoins, pour identifier un peu les ambitions, les niveaux d'enjeux qui sont présents. Et l'accompagnement va d'abord être complètement calé en fonction de cela. Et donc, ça peut être parfois un simple conseil, comme ça peut être un accompagnement beaucoup plus poussé, où là, on aura effectivement une présence renforcée, évidemment, avec le souhait de la collectivité et du porteur de projet, une présence renforcée du parc à chaque réunion, à des temps de restitution particuliers, sur des temps particuliers de construction d'une démarche, que ça soit, comme on le disait, des visites de sites, des animations, etc. La fonction première du parc n'est pas de financer, c'est quand même important de le rappeler. La première fonction, c'est quand même d'apporter effectivement un savoir-faire et des compétences, mais il peut quand même néanmoins soutenir certaines démarches exemplaires, que ça soit effectivement par un financement
que nous pouvons obtenir par le biais de nos propres lignes de programmation et des subventions que nos financeurs nous accordent, mais aussi contribuer à la recherche de financement. Donc, vous aider à toquer aux bonnes portes, identifier peut-être au sein de nos propres réseaux de connaissances les bonnes personnes ressources, les bonnes personnes référentes à contacter. Les interventions sont gratuites, on ne le répète jamais assez, mais comme toute gratuité, elle a ses limites, c'est-à-dire que le parc ne pourra pas se substituer à une prestation qui devrait relever en temps normal de la logique des marchés, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire concurrence évidemment à une offre qui existerait de la part d'une entreprise ou d'un secteur d'activité concurrentiel. Donc, en gros, notre intervention s'arrête aux limites de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour faire court. On ne pourra pas répondre à toutes les demandes, d'une part parce que les collectivités adhérentes sont nombreuses et les questions le sont aussi forcément. Donc, on ne pourra pas forcément répondre à tout le monde tout de suite. Ça, c'est un point évidemment important à rappeler pour ne pas créer de frustration. Mais néanmoins, pour que cette approche, effectivement, et cet accompagnement soit efficace, nous avons besoin d'être informés par le terrain. C'est-à-dire que le territoire est vaste, nous ne sommes que 6 et je suis le seul animateur de ce pôle. Donc, automatiquement, je ne peux pas et mes collègues ne peuvent pas être informés et au courant de tous les projets qui phosphorent sur le territoire. Donc, évidemment, dès que vous avez une interrogation, un projet, une envie, nous vous engageons à nous le faire connaître le plus rapidement possible. Parfois, la réponse sera que nous ne pourrons pas vous accompagner parce que cela ne relève pas de nos compétences ou de nos capacités d'intervention. Parfois, nous vous dirons aussi que nous n'aurons peut-être pas le temps de répondre à la demande tout de suite, mais pour pouvoir répondre et apporter une réponse, il faut que nous soyons informés. Et donc, nous vous engageons à le faire le plus tôt possible, puisque force est de constater que dans toutes les démarches que nous avons accompagnées, plus le positionnement du parc est arrivé tôt dans la démarche, plus son intervention s'est révélée efficace. Donc voilà, notre force, c'est de pouvoir vous accompagner dès l'amont. J'aurais même tendance à dire avant même que la commande soit passée auprès d'un prestataire pour vous aider à calibrer et à cibler au mieux vos besoins. Voilà. Voilà, alors il y a déjà une question dans le chat. Merci Frédéric. Il y a déjà une question de Monsieur Aubertin, si vous voulez la formuler peut-être, parce que c'est une question importante sur le pourvoir justement du parc. Monsieur Aubertin, je vous donne la parole, si vous voulez bien. Donc, je ne vous vois pas dans la liste. Oui, vous avez allumé votre micro, allez-y. Oui, est-ce que vous m'entendez peut-être? J'arrive pas à mettre la caméra en route. Oui. On vous entend, allez. Oui, voilà. Vous avez présenté des chiffres un peu astronomiques au niveau consommation d'espace au début de l'intervention. Et je me demandais quel était votre pouvoir en tant que personne publique associée pour limiter un peu cette consommation d'espace. Est-ce que vous pouvez imposer aux collectivités de restreindre leur consommation d'espace prévue dans leurs documents au moment de leur élaboration, de leur révision? Voilà, c'est une question que je me posais. Vous représentez la commune de Soultz, Monsieur Aubertin, si j'ai Tout à fait, je suis adjoint au maire à l'urbanisme à Soultz, oui. Ouais. Frédéric, John, vous… John, tu veux répondre? Alors, réglementairement, on a vérifié la compatibilité des documents d'urbanisme avec les objectifs de la charte, comme l'a présenté Frédéric. Après, et c'est pour ça qu'on insiste pour travailler le plus en amont possible avec les collectivités, il est toujours difficile de faire revoir un document de fond en comble à la fin de la démarche. Donc, alors, ça nous arrive, il nous arrive d'émettre des avis défavorables sur certains documents d'urbanisme. C'est assez rare, mais ça arrive justement pour ces questions
d'économie d'espace ou d'absence d'économie d'espace naturel. Cela dit, vraiment, nous, ce qu'on privilégie, c'est la pédagogie et l'accompagnement des communes pour essayer de faire au mieux possible dès le départ. Et pour ce qui est vraiment de la consommation d'espace naturel, il y a aussi maintenant les services de l'État qui ont un œil très, très vigilant sur celle-ci et qui mènent cette politique-là. Je ne sais pas si, Frédéric, tu veux compléter. Je dirais que juste pour compléter, alors, par rapport à la question, parce que la question était très claire, hein, c'est peut-on imposer? Imposer, non, on ne peut pas. De toute façon, notre rôle, c'est un rôle de personne publique associée. Ce n'est pas nous qui sanctionnons. Effectivement, comme l'a dit John, nous pouvons rendre un avis défavorable. Après cet avis défavorable, alors généralement d'ailleurs, on ne se contente pas de mettre un avis défavorable. Lorsque l'avis est défavorable, comme on l'a dit au cours de l'intervention, avec John et avec le président précédent de la commission, nous allions systématiquement rencontrer les élus de la collectivité concernée avant d'émettre l'avis défavorable pour effectivement comprendre un petit peu en quoi peuvent s'expliquer effectivement ces points de divergence et puis essayer déjà de convenir éventuellement d'une posture. Lorsque l'avis reste défavorable, de toute façon, il rentre dans le package, on va dire, des avis défavorables ou des avis, en tout cas, des personnes publiques associées. Et c'est important de rappeler que finalement, le seul censeur, s'il doit y en avoir un, ça ne reste que l'État, hein, puisque le seul avis conforme dans le cadre du PPA, c'est l'avis que rend le préfet au nom de l'État sur le document. Donc ça, c'est voilà. Mais ça, je dirais, c'est vraiment, comme l'a dit John, c'est le rôle qu'on essaye d'éviter le plus possible. On essaye de se positionner le plus en amont, c'est-à-dire que plutôt que d'essayer effectivement d'imposer des quotas, on essaye surtout de développer des méthodes et des outils pour que les collectivités aient les clés pour consommer, mais mieux. Évidemment, on sait que la consommation de foncière est inévitable. Même dans le zéro artificialisation net que l'État s'apprête à mettre en place, on est bien dans le zéro artificialisation net. Ça veut dire qu'on a du brut à la base. Donc, de la consommation, il y en aura. Après cette consommation, le but, c'est d'essayer de la faire la plus raisonnée possible et de réussir effectivement à la compenser lorsque c'est possible. Donc là, actuellement, nous travaillons sur différents outils qui vont permettre aussi, dont un qui va bientôt arriver, on l'espère, sur le terrain, qui sera mis à disposition des collectivités pour essayer de mieux cerner les enjeux, par exemple, sur les dents creuses et les espaces encore disponibles au cœur des villages, pour en avoir une lecture plus objective que le seul fait de savoir il y a de la place, donc je construis. Non, parfois, même dans les villages, une dent creuse peut être aussi autre chose qu'une dent creuse à bâtir. Elle peut avoir un autre sens paysager ou environnemental au sein du village. Et donc, le but, c'est d'essayer d'y voir un peu plus clair aussi dans ces enveloppes urbaines, puisqu'aujourd'hui, quand même, globalement, le code de l'urbanisme, l'action des services de l'État recentre beaucoup les choses sur ces emprises urbaines, des fois de manière peut-être un petit peu trop mathématique et pas assez opérationnelle de projet en tout cas. Voilà, une autre question. Pour l'instant, je ne vois rien dans le chat, mais vous avez la parole. N'hésitez pas, allumez votre micro, faites signe. Vous avez la parole. Et surtout, ne soyez pas timide, toutes les questions sont bonnes. Aurait-on été aussi clair que ça? Alors, est-ce que vous souhaitez que je fasse l'écho de vos demandes? Là, je vois Madame Mara. Anne, je vois. Oui. Oui. Il y a aussi Monsieur ou Madame Barnet qui a son micro. Oui, voilà, mais Madame Mara Fiotti, si j'espère que je le prononce bien. Je vois que vous aviez une question dans le chat, donc allez-y. Hein, c'est ça. C'est donc la commune de Sainte-Marie-aux-Mines, on a lancé en fait la rénovation de l'école primaire
Et on se demandait dans quel cadre le parc peut nous aider. Alors ça peut être, donc là il faudrait voir effectivement quelles sont éventuellement les attentes par rapport à la rénovation. S'il est question de rénovation thermique, de rénovation aussi patrimoniale, je dirais que le mieux, ça serait peut-être qu'on ait un temps d'échange peut-être hors présentation pour que vous Bien puissiez un sûr, peu nous présenter le contexte. Mais voilà, sachez que sur l'approche du bâti existant, on peut en tout cas avoir au moins deux approches. Une approche en conseil, notamment pour vous épauler si l'intention est d'aller aussi vers une forme d'éco-rénovation du bâti, s'il y a un enjeu dans ce domaine. Vous conseillez aussi sur l'éventualité de certains aspects qui peuvent avoir trait aussi à des choix en matière de bouquet énergétique, par exemple, pour le bâtiment. Et puis, donc là, alors, je m'avance un petit peu puisque malheureusement, notre paysagiste en charge de la mission paysage du quotidien nous quitte à la fin du mois de juillet. Mais nous avons de bonnes chances et un bon espoir de pouvoir renouveler le poste à la rentrée. Qui dit école dit cours d'école, et souvent des cours d'école qui sont parfois très très minérales, alors avec évidemment des contraintes liées aux obligations sanitaires et de sécurité liées à l'accueil des enfants. On sait néanmoins que les marges de manœuvre existent. Et par exemple, pourquoi pas imaginer un travail avec le ou la future paysagiste justement sur ces volets un peu de biodiversité dans la cour de l'école, d'apport un peu de nature et on va dire, de décroutage de la cour de l'école, par exemple. Je ne sais pas si votre ambition est placée à ce niveau-là, mais ça peut être ce type aussi de conseil. d'accord. Il y a effectivement, moi je pense qu'il faudra peut-être qu'on reprenne contact avec vous hors réunion. Il y a ce projet-là également dans la cour de l'école. Par contre, vous l'avez bien expliqué tout à l'heure, mais au niveau des subventions et des aides financières, c'est ce que vous expliquez tout à l'heure. Il n'y a pas, c'est un rôle de conseil et pas de finance, ouais, c'est ça? C'est un rôle de conseil. On peut éventuellement vous aider peut-être s'il y a des aspects un peu expérimentaux ou innovants dans la façon de conduire la rénovation de l'école, sur lesquels on peut peut-être nous aussi activer notre propre réseau de connaissances, puisque nous entretenons de très très bons liens avec les techniciens des régions et les départements pour justement échanger entre nous sur les différentes lignes de financement, les subventions, etc. Donc peut-être des fois trouver des lignes spontanément qui ne vous viendraient pas à l'esprit. Et parfois, il faut un peu creuser aussi avec les techniciens pour qu'eux aillent un peu interroger leurs collègues. Et puis, alors je m'avance un petit peu, mais pourquoi pas, si on est par exemple sur une expérimentation de renaturation partielle de la cour de l'école, peut-être qu'on peut le faire passer nous, dans notre programme d'action, sous couvert effectivement d'une démarche expérimentale ou innovante. Ça, ce sont des choses à voir. Après, nos programmes d'action se construisent d'année en année avec nos financeurs. Mais effectivement, par exemple, sur des démarches de nature en ville, nous avons le souhait d'avancer aussi sur des opérations un peu pilotes. Et donc là, dans le cadre de ces projets pilotes, on peut effectivement tenter, nous, de mobiliser sur la base de projets suffisamment innovants et intéressants, de pouvoir aussi mobiliser un peu de soutien, au moins pour financer la plus-value que peut représenter l'opération. Alors, peut-être sur ce point-là, trop tôt pour le garantir. Oui, je peux peut-être compléter sur ce point-là, puisque vous êtes tous peut-être plus ou moins informés et engagés dans les plans de relance lancés par l'État, région, département. Donc, au niveau des intercommunalités, il y a un appel à des projets immédiats déjà pour fin juin, mais ensuite, ça va durer pendant 5 ans. Et donc, le parc s'est positionné aux côtés de l'État, la région et puis la collectivité européenne d'Alsace. Je crois que Madame Funel est présente, Marie-Laure, qui pourra peut-être compléter.
Et donc, l'idée, c'est justement que le parc puisse accompagner certains projets, comme disait Frédéric, innovants. Il y a un volet aussi lien avec la biodiversité dans ce plan de relance, et donc on peut tout à fait bien appuyer ce type de projet, sachant que le parc est financé principalement par les crédits des régions, de l'État, des départements et d'autres, les agences de l'eau par exemple aussi. Donc souvent on ne finance pas, c'est-à-dire qu'on préfère apporter du conseil parce qu'il y a risque de double financement, donc ça ne fonctionnera pas. Donc c'est vraiment au cas par cas, mais en tout cas saisissez l'occasion de ces démarches-là faites par les intercos qui peuvent faire remonter les projets des communes également. Voilà, alors il y avait une question je crois que du coup je ne vous avais pas donné la parole, Madame Barnet de Melisée, si vous vouliez intervenir. Je vois qu'il y a un autre micro qui s'allume, donc Grégory Bonne, n'importe. Madame Barnet, je crois que je n'avais pas saisi que vous vouliez peut-être prendre la parole, n'hésitez pas. Et sinon, Grégory Bonne qui, voilà, je passe la parole à Grégory. Si Madame Barnet, vous souhaitez intervenir, ce sera pour la suite. Grégory de Gérardmer. Oui, non, mais oui, pour la commune de Gérardmer. Voilà, c'était simplement une remarque, c'est pas une question, mais c'est vrai que c'était simplement pour dire que je trouvais que c'était intéressant ces rendez-vous, parce que c'est vrai qu'en tant qu'élu, on n'est pas toujours au courant des différentes missions et de ce que peut apporter le parc. Donc déjà, simplement souligner l'intérêt de ce rendez-vous. Après, simplement sur Gérardmer, c'est de dire qu'en ce moment, on est en train de faire une modification du PLU. Donc j'imagine que le parc est au courant, mais je ne crois pas qu'il ait été sollicité en amont par rapport à cette modification. Par contre, il y a une volonté chez nous de faire une révision peut-être du PLU, peut-être dans un cadre intercommunal. Et donc là, effectivement, j'ai bien entendu et on imagine que si on va vers une révision, eh bien, on saura prendre attache auprès du parc pour avoir des conseils. Mais je crois que John Voinson est bien placé parce que si ça se fait dans le cadre d'un PLUI, il est directement concerné puisqu'il est maire d'une des communes concernées par la future intercommunalité. Voilà. Donc, c'était pas une question, c'était simplement pour dire que je trouvais que c'était intéressant et très utile. Voilà, merci. Merci beaucoup. Ouais, merci. Alors, il n'y a pas d'actualité brûlante sur un PLUI pour notre intercommunalité pour le moment, mais effectivement, ça finira certainement par venir. Juste, dans le cas d'une simple modification du PLU, il n'y a peut-être pas une forte valeur ajoutée pour que le parc intervienne, puisqu'en général, c'est vraiment des modifications très à la marge de règlement ou de choses comme ça. Pour une révision, ça peut déjà être plus intéressant, puisque c'est une remise à plat plus complète du document d'urbanisme et du projet urbain. Et puis, encore une fois, je te propose, Grégory, d'essayer de voir si vous avez encore ce guide d'urbanisme en mairie. Et dans le cas contraire, n'hésitez pas à nous faire remonter et on vous le transmettra. Alors, je vous ai déjà mis le lien dans le chat, sur Internet, vous l'avez. Vous pouvez déjà le télécharger avant d'avoir, si on en a encore des exemplaires papier. Mais il est déjà disponible sur le chat. Je vous remettrai le lien dans le Fred, il faudra le remettre peut-être dans le PowerPoint qu'on transmet. Oui, parce qu'en plus, je crois que sur le site internet, c'est la version qui n'était pas actualisée en 2018. Je crois que les fiches projets ne figurent pas dans cette version-là. Voilà, donc il faudra qu'on complète un petit peu. Je transmettrai un lien complet de téléchargement. Très bien, merci. Voilà. Fred, y a-t-il encore une ou deux questions? Voilà, on est bien dans les temps. On peut se donner encore 10 minutes, comme vous voulez. S'il y avait d'autres questions. Sinon, vous avez compris le principe, c'est d'aller le plus en amont possible de vos projets, poser les questions. Je vois qu'il y a le sujet de la désimperméabilisation des cours d'école. On est aussi à la recherche. Alors là, on a fait 2 thèmes. On a fait la marque parc et puis l'urbanisme. Donc, on est à la recherche de nouveaux thèmes. On en a un qui va attendre un petit peu l'automne. C'est quiétude, attitude, parce que c'est aussi par rapport à la quiétude de la faune. Donc avant l'hiver, on en a un au chaud, on va dire, mais on va vous interroger, on va vous renvoyer les infos, mais en profiter pour vous demander à vous et à tous les autres élus qu'on a sollicités des sujets qui vous intéresseraient de traiter par la suite.
Donc nous, on n'a pas forcément l'expérience de tous les sujets, hein. La dernière fois, il y avait la question de comment faire bien connaître les petits commerces locaux et ceux qui ont des produits locaux notamment. Alors, on peut aussi travailler sur un transfert d'expérience. Là, on nous donne des références, donc on peut aussi faire peut-être sur des sujets intervenir ou faire intervenir vous si vous avez une bonne expérience à partager. Et nous, on tentera de la compléter, mais voilà, ça peut aussi fonctionner dans ce sens-là, hein, de transfert d'expérience. N'hésitez pas à revenir du coup vers moi, vers Fred, vers le parc en général, hein, pour faire remonter vos projets. Et de toute façon, on vous enverra une sollicitation dans ce sens-là, parmi les sujets qu'on aura identifiés, que vous nous donniez un peu vos envies, vos priorités. La nature en ville pourrait peut-être être une thématique assez intéressante puisque c'est transversal, ça va de l'alimentation au climat et c'est quelque chose de finalement assez visible pour les habitants et pour l'identité du parc. À mon avis, je pense que c'est vraiment une thématique qui pourrait être plus mise en avant, qui pourrait être mise en avant en tout cas, parce que concrète pour tout le monde. Tout à fait, hein. Voilà, donc c'est ces propositions, ça peut être plus précis, ça peut être l'eau dans la ville aussi, hein, parce qu'on a le sujet eau qui revient beaucoup. C'est un sujet d'ailleurs, Fred, qu'on voulait traiter. Voilà, c'est ouvert. Pour ceux qui sont encore connectés, j'ai mis un lien pour une version complète du guide urbain dans le chat. Donc c'est un lien vers une boîte Dropbox, ça permet de le charger en haute définition, donc c'est un peu plus, c'est de meilleure qualité que le visualiseur du site. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez encore une question? Sinon, ben, on vous remercie de votre participation. Et puis vous avez, ça y est, les connexions sont faites là pour la commission urbanisme. John, je te laisse le petit mot de la fin. Non, encore merci à vous tous pour votre attention. J'espère que cette présentation vous sera utile et vous a été utile. Et donc voilà, n'hésitez pas à prendre contact avec l'équipe du parc pour tout projet. Encore une fois, dans la limite, comme l'a dit Frédéric, de la charge de travail de chacun de ses collègues. Mais n'hésitez pas à prendre contact avec nous pour nous informer de vos projets qui peuvent être innovants en matière d'urbanisme, que ce soit de l'urbanisme opérationnel ou de planification. On sera à votre écoute. Voilà, donc merci. Merci, je vous souhaite une bonne soirée et puis à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir à tous. Au revoir. Merci. Merci.